Oh, allô tout le monde! Bienvenue dans la cabane! Bon, si je vous demande de me citer un seul film canadien, quel est le tout premier qui vous vient en tête? J'ai posé la question à plusieurs personnes et voici ce qu'ils m'ont répondu. Le seul rêve que je vais avoir, c'était Xavier Dolan, en fait. Donc, pour le coup, je remarque beaucoup le travail et j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Mais effectivement, j'ai jamais spécialement vu d'autres productions québécoises, en tout cas de réalisation québécoise. Moi, ça serait Mommy, pour le coup. C'est celui qui m'a le plus marqué de sa filmographie. C'est quoi déjà? C'est le film là avec le fils du policier. Là. De père en flic. Yo, ça c'est drôle. Alors, le cinéma québécois, je connais que, je pense, 3 films. Même, je ne peux même pas te dire forcément le titre, mais je sais que j'ai 3 films québécois. Mais canadiens en général, je dirais pas un bon niveau. Celui qu'on a vu la dernière fois. C'est le monteur. C'était Monteur, ouais, Monteur. Bref, pour moi, il y a un film qui correspond au film canadien par excellence, qui non seulement représente bien la réalité sociale et historique de notre pays, mais qui est aussi un très bon film. Ce film, c'est Bon Cop, Bad Cop. Bon Cop, Bad Cop est un film canadien sorti en 2006 des productions Park X Pictures et sorti 22. Il s'agit à la base d'une idée originale de l'acteur et humoriste québécois Patrick Huard qui, avant ce film, était surtout connu pour avoir joué dans des films comme Les Boys 1, 2 et 3 et pour avoir prêté sa voix au doublage québécois des 2 films live Garfield. Je vais revenir vous visiter en cycliste. Bye bye. Y a-tu quelqu'un qui le connaît, lui? Bye bye, public en délire. Garfield a quitté la bâtisse. Il est aussi connu en tant qu'humoriste, notamment pour son fameux personnage de Rogatien Dubois qu'il incarne dans la série Taxi 22. C'est quoi une carotte bio? Ça, c'est une carotte qui a poussé sans pesticides dans la marde de mouton. Mais me-tu, moi, te la poser la question, moi, qui va te fucker, moi? Va te faire douter. Qu'est-ce qui te dit que ton mouton, lui, il a mangé bio? Au début de sa conception, l'histoire du film se tenait en à peine un paragraphe. 2 policiers, un venant de l'Ontario et l'autre du Québec, vont devoir collaborer ensemble après qu'un cadavre a été retrouvé chevauchant le panneau marquant la frontière entre les provinces de l'Ontario et du Québec. À l'écriture, on retrouve Patrick Huard, ainsi que 3 autres scénaristes, notamment le regretté Kevin Tierney, qui est aussi producteur du film. Il est connu pour avoir produit des films canadiens et américains au début des années 2000. D'ailleurs, en écoutant le pitch de départ de Patrick Huard, Kevin Tierney a été tout de suite convaincu. You know, when I first heard the premise, when Patrick Huard first told me that, you know, this basic idea for Bon Cop, my first reaction was, how the hell did we not already make this movie? Avec ce pitch, il avait déjà en tête de faire un film grand public et pan-canadien qui pourrait aller chercher toute la population canadienne. Ne réussissant pas à trouver un ou une scénariste qui pouvait suivre l'horaire de Patrick, Kevin décida de s'attaquer lui-même au scénario avec lui. Pour réaliser le film, le producteur a fait appel, sous recommandation, au réalisateur québécois Éric Canuel. Avant Bon Cop, Bad Cop, ce dernier avait surtout réalisé La Loi du Cochon, Nez Rouge, aussi avec Patrick Huard, et Le Dernier Tunnel. Ces 2 derniers films avaient surtout convaincu Kevin Tierney qu'Éric avait ce qu'il fallait pour faire un film du genre comédie d'action. Patrick Huard se donnant le rôle du policier québécois, il ne restait plus qu'à trouver l'acteur qui jouera le policier canadien, ou plutôt anglophone. Le choix s'arrêta sur l'acteur canadien Colm Fear, qui accepta tout de suite la proposition pour se distancer de ses rôles de méchant dans le cinéma hollywoodien et pour pouvoir montrer qu'il est bilingue. D'ailleurs, l'aspect bilingue du film fut très important dès la pré-production du film, puisque l'équipe voulait donner une place égale au français et à l'anglais dans les dialogues et la construction narrative du film. Mais j'y reviendrai plus tard. Passons brièvement à travers le film pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Même si, personnellement, je vous le recommande fortement d'aller le regarder pour mieux comprendre la suite de la vidéo. C'est bon? C'est parti! Bon Cop, Bad Cop est l'histoire de 2 policiers canadiens, l'un francophone et l'autre anglophone, qui se retrouvent forcés à collaborer ensemble sur une série de meurtres. En effet, ils découvrent qu'un certain tueur en série, surnommé le Tattoo Killer, élimine des personnalités connues du monde du hockey. Sur chacun des corps, il laisse un tatou qui donne un indice sur sa prochaine victime. Les 2 policiers ont de la difficulté à collaborer ensemble au début, dû notamment à leurs différentes méthodes de travail, mais aussi à cause de la barrière de la langue.
À la fin, ils finissent par surmonter leurs différends, deviennent de vrais partners et arrêtent le Tattoo Killer et mettent fin à sa série de meurtres. Pour critiquer le film en lui-même, c'est en soi un très bon film d'action, un très bon film d'enquête policière et surtout une très bonne comédie. C'est surtout et avant tout une reprise de scénario de films d'action policiers hollywoodiens comme L'Arme Fatale. Vous savez, deux policiers venant de deux milieux complètement opposés, qui se voient être forcés à collaborer ensemble par la force des choses, ils n'arrivent pas à se supporter ou à se tolérer au début du film, puis, au fur et à mesure que l'histoire avance, ils finissent par s'apprécier et à devenir des amis. Et pour être honnête, c'est exactement ce qui se passe dans le film. Vous attendez pas à quelque chose qui va chambouler la formule classique de ce genre d'histoire. Au contraire, c'est rempli de clichés et de codes connus de ce style de film. Mais c'est justement le fait qu'il les assume qui fait que ce film est si bon et honnête avec nous, les spectateurs. Dans les premières minutes, on découvre nos deux personnages principaux dans leurs deux régions respectives et qui ils sont. Martin Ward est un policier ontarien venant de la banlieue de Toronto. Il vit avec un fils unique dont il a de la difficulté à avoir une certaine alchimie, là où avec sa sœur il en a une bien meilleure, et quand il travaille, il est toujours bien habillé avec son costard et sa cravate, et il suit les ordres et les procédures à respecter. De son côté, David Bouchard est un policier québécois venant de la banlieue de Montréal. Il vit dans un duplex avec son ex-femme, dont il reste tout de même en bons termes malgré leur séparation, et avec sa fille, dont il a une excellente complicité et à qui il tient énormément. Quand il travaille, il est toujours habillé avec un style plus rebelle, avec son veston cuir et ses lunettes de soleil, et il fume, et il ne suit pas toujours les ordres et agit un peu par impulsivité dans certaines situations. Bref, malgré ces deux archétypes très classiques, le film apporte une autre nuance de différence entre les deux policiers. C'est aussi ce qui rend le long métrage unique en son genre pour une comédie d'action policière et aussi une première pour un film canadien à l'époque, le bilinguisme. Car en effet, Martin Ward parle majoritairement en anglais et David Bouchard majoritairement en français durant tout le film. Hey, la première fois ils se rencontrent à la frontière entre l'Ontario et le Québec, c'est la différence linguistique entre eux qui sert de première dualité entre les deux. Enchanté. Enchanté. Hey, on est tombé sur un gars qui peut parler le français. As you can see, the subject was a true Quebecer. His heart is in Quebec. Il y a l'Ontario dans le cul aussi. Excuse me? I just said his ass belongs to you. Puis même après la scène au bureau de la Sûreté du Québec, où on apprend que tous les deux peuvent parler et comprendre la langue de l'autre, quand ils interagissent tous les deux ensemble, ils continuent de parler leur langue respective. Règle numéro 1, on est au Québec, fait que c'est moi qui est en charge. Je m'occupe aussi des batailles et des poursuites en auto. Oh, I see. So what, that leaves jaywalking and traffic violations for me? Tant que ça n'implique pas des échelles. And no smoking. Hey, c'est ton droit, hein? Then why are you lighting up? Ben, j'ai les droits, moi aussi. Mais au fur et à mesure que l'enquête avance, les deux finissent non seulement par comprendre l'histoire et le passé de chacun, et ils deviennent de vrais complices qui se respectent et se comprennent même en se parlant dans deux langues différentes. Cela dit, mis à part nos deux protagonistes, le reste des personnages sont assez anecdotiques et servent avant tout de fonction à l'histoire principale. Toutefois, aucun des acteurs ne joue mal dans ce film. Même les personnages des enfants joués par Sarah-Jeanne Labrosse et Eric Knudsen sont convaincants dans les moments de tension et d'action. Une de mes scènes préférées est le moment où David retourne voir son ex à Montréal après l'enlèvement de sa fille par le Tattoo Killer. C'est une belle scène niveau émotionnel, mais également en termes de construction narrative où l'on voit que la femme de David lui en veut pour ce qui est en train d'arriver à leur fille. Elle lui demande d'abord d'aller chercher sa fille à elle. Et une fois que David laisse exprimer sa peine devant son ex et s'excuse auprès d'elle, les deux se réconfortent ensemble en se prenant dans les bras et elle lui dit « Cherchez notre fille! Ramène-nous notre bébé! » J'ajouterais juste quelques mentions spéciales aux personnages de Pierre Lebeau, Louis-José Hood et Sylvain Marcel, qui apportent une bonne partie de l'humour durant le film. Car l'un des autres principaux charmes de ce film est en grande partie l'humour. La majorité des jokes et des gags de situation marchent très bien au niveau du timing, ou juste parce que ça semble naturel dans leurs personnages. It's okay, David can ignition. He can... Oh! Hey, fais ça de même. Tu sais que Rita, à l'envers, ça fait attire. Calice de tabarnak. Le seul autre personnage avec un peu de nuance est le méchant du film, mais ça, j'y reviendrai pour la partie analyse. Pour continuer, ce film est un bon film d'action comme on en voit rarement dans le paysage cinématographique québécois.
voire même canadien. Malgré l'utilisation de shaky cam dans certaines scènes d'action, en particulier lors du climax, je trouve que c'est pas si dérangeant que ça. C'était tremblant certes, mais jamais trop pour qu'on perde de vue ce qui se passe à l'écran. D'ailleurs, la mise en scène du film est très bien travaillée. Éric Canuel montre à de nombreuses reprises qu'il sait utiliser sa caméra pour donner de la vie et de la tension à certaines scènes, comme par exemple pour montrer une dualité entre deux personnages. Pour ma part, je trouve juste que certains effets de zoom et de dézoom sont parfois un peu bizarres, mais ça reste cohérent avec ce que le réal voulait mettre en scène. Pour finir, si l'histoire reste assez classique dans la manière dont ce genre d'enquête est raconté, ça se compense du fait que l'intrigue est très bien ficelée et chaque élément du film a son utilité dans l'ensemble du scénario. Chaque personnage agit selon la personnalité qui lui a été attribuée au début, l'avancement dans l'enquête se fait petit à petit, et les enjeux montent assez haut pour qu'arrêter le Tattoo Killer en devienne personnel pour Martin et surtout David. Cela dit, j'ai quelques points négatifs par rapport au film, parce que, spoiler, il est pas parfait. Premièrement, la raison de la réunion entre Martin et David au milieu du film, peu de temps après leur séparation, reste assez confuse pour moi, puis c'est mal expliqué. C'est comme si David avait entendu que le Tattoo Killer avait frappé en Ontario et qu'il débarque à la vitesse supersonique pour aller se retrouver. Mon chum, Martin! Deuxièmement, la fin est un peu trop brusque selon moi. Même si ça se conclut avec la mort du méchant et nos deux héros qui ont accompli leur mission, j'aurais rajouté la scène supprimée où on les voit tous les deux réunis avec leur famille pour regarder un match de hockey. Ça aurait fait plus... scène de fin de film, si on peut dire ça de même. Ouais, c'est bien intéressant tout ça, mais quand est-ce que tu vas nous expliquer pourquoi c'est le meilleur film canadien ever? Ouais, j'y viens, t'en fais pas, là. Ça commence là. Comme je l'ai mentionné tantôt, l'un des aspects et attraits principaux du film Bon Cop, Bad Cop réside dans le bilinguisme et les différences culturelles existantes au Canada. Pour tous celles et ceux qui n'y vivent pas ou ne connaissent pas l'histoire du pays, il peut être fair de penser que tout le monde, peu importe dans quelle province ou territoire il réside, semble se respecter mutuellement, peu importe laquelle des deux langues officielles ils décident de parler. En fait, les choses ne sont pas aussi roses que ça. Pour vous la faire courte, la création du Canada remonte à 1867. Avant et après cette date, les francophones ont et sont restés vus de haut par les anglophones, malgré le fait que tous les deux sont considérés comme étant les peuples fondateurs du Canada. Regarde, vous êtes fait coloniser par les Anglais. Ils vous ont méprisé. Ils ont abusé de vous. Les mecs, ils vous ont volé votre terre. Et ça, c'est pas juste. Parce que cette terre, c'est vous qui l'avez volée en premier. C'est pour cette raison que vous entendrez souvent l'expression « les deux solitudes » dans l'histoire, la culture et la société canadienne. Celle-ci fait référence à l'isolement existant entre les Canadiens anglais et les Canadiens français, le manque de communication et l'éloignement culturel entre les deux groupes linguistiques. Pour dire, malgré le fait que le pays prône le bilinguisme, surtout dans ses institutions gouvernementales, depuis la fin des années 60, l'anglais est la langue parlée par la majorité des Canadiens, y compris au sein de la fonction publique, malheureusement. C'en est à un point où tous ceux qui parlent le français sont considérés comme une minorité linguistique dans toutes les provinces et territoires canadiens. Sauf au Québec, naturellement. C'est d'ailleurs pour ça que, lors de la scène où les deux policiers se rencontrent pour la première fois, leur interaction se fait en anglais jusqu'à la fin de la séquence. Et quand Martin dit « enchanté », David le niaise en parlant en français avec un accent anglais. Je rajouterais aussi que la première scène dans le bureau de la SQ, quand on découvre que David parle anglais, c'est pas une surprise, mais c'en est une quand on sait que Martin parle français, parce que c'est pas si répandu que ça que quelqu'un qui vit en dehors du Québec parle français et anglais. Tu parles français, toi? Non, je parle pas français. Je me suis fait installer un petit gadget au cerveau, and I see subtitles under people when they speak. Oui, je parle français. Et vous voulez savoir c'est quoi le plus ironique? De toutes les provinces et territoires canadiennes, savez-vous le ou laquelle a l'anglais et le français comme langue officielle? Ah le Québec, là, voyons, c'est quoi cette question-là? Nope, c'est le Nouveau-Brunswick. Le Québec a seulement le français comme langue officielle. C'est d'ailleurs de là que vient cet échange entre Martin et David. Non, au Québec, on travaille en français. Fine! That leaves the rest of Canada under my jurisdiction, with the possible exception of some areas of New Brunswick. Mais enfin bref, le bilinguisme, malgré la réalité apparente au Canada, reste une partie importante de Bon Cop, Bad Cop. Le film fait un excellent travail pour montrer le bilinguisme canadien sous toutes ses formes grâce à ses dialogues. Et comme le note Christian Sauvé, le plaisir de ce film est bien dans les scènes individuelles,
les dialogues volant d'une langue à l'autre, ou le plaisir indéniable d'un film fait sur mesure pour un public canadien. Les bilingues bien versés dans les deux cultures seront particulièrement choyés par un réalisme linguistique quasi parfait. Si Sauvé dit ça, c'est parce que le bilinguisme sert l'histoire, l'évolution entre les personnages de Martin et David et les thématiques du film. Je vous explique. L'un des thèmes de Bon Cop, Bad Cop est la dualité entre les Français et les Anglais au Canada. Ouais, no shit, Sherlock! Ta gueule! Vous remarquerez que cette dualité apparaît dès l'affiche du film. Si on la regarde bien et qu'on la décortique un petit peu, elle met en exergue la différence culturelle commensurable entre ces deux policiers et leur incompatibilité inhérente. En somme, on retrouve dans chaque moitié de l'affiche 3 aspects francophones et 3 aspects anglophones. Cela montre dès le départ, sans même avoir regardé le film, qu'on aura droit à un film qui met bien en avant la dualité des deux solitudes, mais qui les fait également cohabiter ensemble. Et ce n'est que pour l'affiche du film, il est établi que les deux policiers parlent et comprennent les deux langues officielles. Or, une fois que leur collaboration commence, les deux se parlent mutuellement dans leur langue d'usage quotidien, Martin l'anglais et David le français. Peu importe s'ils se trouvent en Ontario ou au Québec, c'est comme ça que les deux communiquent. La scène du bar où ils appréhendent Luc Terrien est un bon exemple qui montre leur dualité. Bouchard! Do something! Bouchard, Y a-t-il quelqu'un qui comprend l'anglais ici? Parce que je pense qu'il y a le monsieur avec la face mauve là-bas, il essaie de me dire quelque chose. David! Aide-moi s'il te plaît! Avec plaisir. Pose-toi un petit peu, ça va être correct. Martin, aide-moi! Est-ce que je peux avoir un peu de citron, s'il vous plaît? Martin, niaise pas! I'm sorry, I don't understand you. Martin, help me, please! Excusez. Lâche mon partenaire. Il n'y a que 2 exceptions à cette règle. La première vient dans les situations où les deux interagissent avec une autre personne, comme un témoin ou un animateur de télévision, et la deuxième lorsque l'un d'entre eux est en présence de la famille de l'autre. La langue sert de dualité entre les deux personnages au début de l'histoire. Même la phrase lancée par le capitaine Leboeuf qui est censée les unir est montrée par la mise en scène et les dialogues comme une union forcée. Fait que jusqu'à nouvel ordre, vous êtes... partner. You've got to be kidding. Hey, c'était une joke, ça, là. La dualité entre l'anglais et le français survient aussi dans les préjugés que chaque policier a sur son collègue et de la province d'où il vient. Ce n'est pas pour rien que le policier québécois est associé au stéréotype du policier plus rebelle et qui agit comme bon lui semble. I don't know if you don't respect procedures because you're ignorant, because you're a lunatic, or just because you're French. Parce que, historiquement parlant, le Québec est la province canadienne avec le plus de dissidents par rapport au reste du Canada. C'est à cause, entre autres, du passé colonialiste que les Anglais ont fait subir aux colons français, oui, mais ça s'explique mieux par rapport au mouvement indépendantiste qui a animé le Québec durant la fin du 20e siècle. Hey, c'est la seule province canadienne qui a essayé de se séparer du reste du Canada, pas une, mais 2 fois, Chris. Bon, les 2 fois, ça n'a pas marché, mais quand même. Oh non! Les plaines d'Abraham! Puis autant vous dire que pas mal de monde qui ont voté oui aux 2 référendums l'ont encore sur le cœur, puis ils l'ont pas encore très bien pris. Puis là, vous vous dites, ok, mais le policier torontois qui est bien discipliné, qui suit les ordres, il représente vraiment tout le reste du Canada anglophone? Ce à quoi je répondrais, ben pas vraiment. Martin Ward représente notre rattachement à la monarchie, beaucoup plus soutenu par les Anglais que les Français, et que le Canada est encore à ce jour une monarchie constitutionnelle. Oh boy, comment je vous explique ça simplement, sans trop aller dans les détails? Bon, en gros, le Canada est dirigé par le premier ministre, mais c'est pas lui le chef d'État, c'est en fait la reine d'Angleterre. Hein? Quoi? Ah, excusez, on vient de me dire que c'est maintenant un roi maintenant, désolé. Enfin bref, ce préjugé est bien connu chez les Canadiens français, puis c'est entre autres pour ça qu'il y en a qui pensent que le reste du Canada ne se démarque que par son rattachement à la monarchie britannique. Et qu'il y en a qui pensent que le Canada n'a pas sa propre identité, contrairement à son voisin du Sud, les États-Unis. En résumé, les Québécois voient le reste du Canada comme un pays sans identité, contrairement au Québec qui lui s'est battu pour préserver sa langue par exemple, et est trop attaché à la monarchie. Tandis que le reste du Canada voit le peuple québécois comme des gens coincés dans le passé, qui ne supportent pas le fait de se le faire rappeler. The Québécois are all the same. You got some lunatic who's gone nuts over a hockey team that doesn't exist anymore, and you with Suzy? Je me souviens. You're living in the past. You gotta get over it. Au moins, nous autres, on est encore vivants.
Vous autres, vous avez juste votre reine avec ses enfants fuckés, là. Puis d'ailleurs, t'ont pris ta femme. Vous voyez, le film déconstruit donc les stéréotypes courants que les francophones ont sur les anglophones, et vice-versa, pour souligner le fait que les problèmes qui existent entre les deux groupes relèvent avant tout d'une vision de l'autre déformée par les préjugés, qui même s'ils ont un certain fondement, mènent toutefois à une méconnaissance de l'autre. Parce que l'autre thème du film qui vient complètement casser celui de la dualité est l'ouverture à l'autre. Et je précise, l'autre avec un A majuscule. Plusieurs éléments du film amènent à l'union entre nos deux personnages afin qu'ils deviennent de vrais partners. Le premier étant les nombreux échanges entre Martin et David, où chacun découvre l'histoire de l'autre, et les nombreuses actions qu'ils posent tout au long du film. Et ça commence par la séquence à la frontière entre l'Ontario et le Québec. À première vue, le thème de la dualité est plus présent que celui de l'ouverture à l'autre. On a les dialogues qui apportent une première confrontation où aucun des deux policiers ne veut se retrouver avec l'affaire du cadavre encastré dans la pancarte. This is obviously your case. What do you mean our case? It's very clearly your case. How'd you figure that? His feet are on your side. Exactly, and his head is on your side. What's your point? On a la caméra qui à plusieurs reprises sépare les personnages grâce au panneau, et on a le corps de la victime qui représente le Canada en entier, symboliquement parlant. L'ouverture à l'autre est cachée subtilement grâce à la caméra qui bouge dans certains plans pour montrer l'unité entre les deux hommes, et le fait que les deux font partie du même pays. Quand le corps qui transgresse les deux frontières finit par se rompre, cela représente la rupture des plaies du passé entre les Canadiens anglais et les Canadiens français, qui n'aura de cesse de hanter les personnages tout le long du film. Et ça se poursuit dès l'échange entre Martin et David après qu'ils soient allés voir Jeff. I'm sorry, but I didn't get half of what he said. Fais-en pas, moi non plus. Si on n'a pas la même moitié, on est correct. Cet échange, qui est l'un des premiers moments de réconciliation entre les deux hommes après leur union forcée par leurs deux boss, installe secrètement le début de leur complémentarité, dont leur langue respective leur servira pour avancer dans l'enquête. L'évolution de leur union se traduit également par l'invitation de chacun à venir souper chez l'autre. Si David est plus sceptique que Martin vienne souper chez eux, il finit par l'accepter après l'explosion de sa voiture, qui là aussi force leur union. Lors du souper, on apprend plus sur le fait que Martin est divorcé, tout comme David. Ce petit élément assez anecdotique montre que les deux hommes ont un point en commun dans leur vie personnelle. Lorsque vient le tour du souper chez Martin, l'invitation est plus ouverte et acceptée dès le départ de la part des deux policiers. Lors du souper, David, dans son cas, raconte une anecdote de travail. Comme il a de la difficulté à traduire certains mots du français à l'anglais, Martin est là pour l'aider et lui souffler les bonnes traductions quand nécessaire. Franchement, aider un collègue à traduire certains mots d'une langue à l'autre, c'est simple, mais c'est si efficace comme manière de rapprocher deux personnages. Parce que oui, l'ouverture à l'autre passe aussi à travers un autre élément important tout au long du film, les traducteurs. Ici, je vais avant tout baser mes termes sur ceux qu'utilise Justine Ouette dans son article intitulé « La spatialisation des langues, de la figure du traducteur et du traduire dans Bon Cop, Bad Cop ». Elle y explique que la présence des traducteurs et l'utilisation de la traduction, dans certaines scènes clés du film, viennent perturber le clivage linguistique et spatial à travers leur présence. Par exemple, Martin, lors de son souper, sert de traducteur à David lorsqu'il raconte son anecdote. Il est un bon traducteur et sert une fonction de réconciliation et de rapprochement entre les deux par son geste d'amitié et d'entraide, ainsi que de compréhension pour les membres de sa famille qui ne sont pas parfaitement bilingues comme lui. Dans un autre cas de figure, le capitaine Leboeuf dans la première et la seconde scène au bureau de la SQ sert de traducteur abusif, c'est-à-dire qu'il traduit littéralement tout ce que son collègue de la SO dit en anglais. Ça en vient à un point tellement bizarre qu'il se réfère lui-même à la troisième personne. So, Captain Leboeuf and I thought that this would be a great opportunity. Et on pensait, le capitaine Leboeuf et moi. Et ici, chacune des deux scènes a son utilité. La première scène unifie les deux policiers qui ne veulent pas être unis, et la seconde les désunit alors qu'ils étaient unis auparavant. Tout cela grâce au mélange de l'utilisation de l'anglais et du français par le capitaine Leboeuf de façon un peu maladroite dans les deux scènes. De son côté, Jeff sert aussi de traducteur, mais seulement dans un angle où il explore la langue, avec notamment le gag sur le mot tattoo, afin de montrer qu'il y a certaines similitudes dans la langue française et anglaise. Comment tu dis ça, tattoo en anglais? Tattoo. Tattoo? Ou tattoo? Spécial, hein? Parce que 2 T et 2 O, mais c'est le A que vous dites longtemps. Tattoo. D'ailleurs, un autre passage servant d'exploration de la langue et qui sert de rapprochement entre les deux protagonistes est celui où David apprend à Martin comment fonctionnent les jurons québécois. Ah, c'est vrai, on a des expressions aussi, comme je m'en calisse. Ce passage est en soi très drôle, mais il sert aussi une autre fonction, l'ouverture à la culture de l'autre.
Martin s'ouvre ici à la culture linguistique québécoise pour qu'ensuite il utilise à son tour des jurons par lui-même au courant du film. Calice de pourri, ça commence à être vraiment pourri. Mais c'est pas si pire que ça parce qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a traité de style pourri de calice de tabarnak. Over the top pourri. Ouais. Shit de merde de shit de fuck de tabarnak! The dead guy's dog jumps on me and I mean, he's mad en tabarnak. That's really, really, really mad. Et pour finir, cet échange entre Martin et David juste avant le climax est le moment qui conclut parfaitement leur union entre eux deux et confirme qu'ils sont officiellement des vrais partners. You could lose your job over this. Je m'en calisse. En gros, le message principal du film, c'est qu'on peut s'ouvrir à l'autre sans pour autant perdre son identité. Le film nous le prouve en montrant que ceux qui refusent cette ouverture sont soit des personnages égocentriques comme l'animateur de télé de l'Ontario. The best way to be prudent would be to change your attitudes. Your habits, Tom. That's a good point, David. Ou bien les méchants du film que sont Luc Terrien et le Tattoo Killer. Et enfin, ça m'amène à vous parler du fameux Tattoo Killer. On nous le montre comme un méchant avec des motivations très simples. C'est un fan de hockey frustré de voir son sport national se faire américaniser. Donc, pour le sauver de cette américanisation, il décide d'agir en tuant tous ceux qui ont vendu des équipes de hockey ou des joueurs canadiens. Yay! Enfin bref, un bon fanboy incel, mais sans le côté misogyne et puceau du truc. C'est cliché, certes, mais ça reste une base très bien exploitée pour que l'enquête puisse avancer facilement avec l'utilisation des tatous sur le corps des victimes, et ses motivations sont compréhensibles. Il est d'autant plus menaçant quand on voit qu'il a toujours une bonne longueur d'avance sur Martin et David. Et soyons honnêtes, sa mort est tout aussi satisfaisante et osée, surtout pour un film canadien encore une fois, que symbolique. Parce que là où je veux en venir, c'est qu'il sert à la fois le message de la dualité entre les francophones et les anglophones canadiens, mais aussi d'union pour faire face à un ennemi commun. En s'en prenant au monde du hockey, qui, je le rappelle encore une fois, est le sport national du Canada, il y a là un bon setup pour unir tous les Canadiens contre ce gars-là, et voir Martin et David le mettre derrière les barreaux. S'il représente à la fois une dualité pour chacun des deux policiers, vu qu'ils parlent les deux langues officielles, il est représenté comme une union étrange, voire incompatible avec la vision d'ensemble du Canada. C'est plus un paria vivant dans la société canadienne, puisqu'il parle parfaitement l'anglais et le français, mais il y a un accent dans les deux langues. C'est qui ton prof? Jean Chrétien? Un peu comme Jean Chrétien, en effet. See, if you don't know, the cameras were there. Some people came in my way, it might been Certains s'apprêtent à dire oui parce qu'ils pensent qu'ils auront un meilleur rapport de force pour renégocier un partenariat économique et politique avec le Canada. En gros, le Tattoo Killer représente une union qui engloberait l'autre si l'une des deux langues prenait le dessus sur l'autre. Ça n'en fait pas un des plus grands méchants du cinéma, mais rien que ça montre la profondeur symbolique que représente le méchant du film face au thème du bilinguisme, mais aussi à l'ouverture de l'autre et du vivre avec l'autre. Enfin, le dernier point que j'aimerais faire mention pour vous prouver que Bon Cop Bad Cop est vraiment le meilleur film canadien, c'est la pluie de références qu'il utilise pour crier haut et fort sa canadienneté. Comme l'écrit Pierre Barrette dans un numéro de la revue 24 images paru peu de temps après la sortie du film, les grands succès commerciaux du cinéma canadien jusqu'à présent étaient des films qui pouvaient aisément se confondre avec l'offre états-unienne. Avec Bon Cop Bad Cop, nous voici ici au contraire devant un film qui s'adresse à un public pan-canadien, en déployant tous les signes les plus tangibles de sa canadienneté, si tant est qu'on puisse définir un tel concept autrement que par la série de clichés culturels bien sentis qui nous sont servis sans répit pendant 2 heures. Puis pour vous le montrer, j'ai dressé une liste des nombreuses références culturelles canadiennes qu'on retrouve dans le film. Attention, ça va aller vite. Je me souviens. Vive le Québec libre! Vive le Québec libre! I suppose some people still aren't over the Plymouth Bay, but incidentally, aren't we supposed to be speaking English? That leaves the rest of Canada under my jurisdiction, with the possible exception of some areas of New Brunswick. C'est qui ton prof? Jean Chrétien? Ben drôle.
Pour conclure, est-ce que Bon Cop Bad Cop est le meilleur film canadien? Eh bien, ça dépend. Comme je l'ai démontré en analysant bien le film, c'est clair que c'est le cas. Le film dépeint les deux solitudes et s'amuse à montrer ce qui énerve les Canadiens français des Canadiens anglais, et vice-versa, et nous montre qu'il est possible d'unifier les deux solitudes pour faire en sorte que, malgré nos différences, nous formons un seul et même pays qu'est le Canada. Or, le Canada de 2023 n'est plus vraiment celui de 1867 lors de sa création, avec d'un côté les anglophones et de l'autre les francophones. Le Canada n'est même plus ce qu'il était en 2006 lorsqu'est sorti le film. Maintenant, le Canada compte d'une part une multitude de cultures différentes qui sont arrivées au pays via l'immigration. La plupart ne s'associent à aucun des deux peuples fondateurs et ne parlent même aucune des deux langues officielles, faisant en sorte que le Canada devient de plus en plus un pays multiculturaliste. In the 18th century, when Canada was just a small chunk of land in eastern North America, comprising a few English and French colonial settlements, yes, you could argue that the two founding nations theory made some sense, but certainly it makes a lot less sense these days when Canada has grown into this enormous country with all these new provinces, most of which have no history of French colonialism at all. And of course, today Canada is this very multicultural country with people from all over the world. For instance, the number of Canadians who do not speak French or English as their first language now totals 7.7 million people, or 22.3% of the national population. That is already higher than the 7.4 million Canadians who speak French as their first language. And unless the French Canadians really start breeding up a storm, they are just going to continue to be a smaller and smaller minority. D'autre part, il existe une troisième solitude au Canada qui n'est pas représentée dans le film, les Autochtones, ou les gens des Premières Nations. Ce sont les gens qui étaient là bien avant les francophones et les anglophones, et dont les deux peuples n'ont pas été très gentils à leur égard au cours de l'histoire du pays. Ce n'est que très récemment qu'on commence à en parler, à remettre en contexte l'histoire du Canada en incluant leur point de vue, et qu'il est désormais de moins en moins acceptable d'oublier ou de nier cette troisième solitude. Et enfin, quand je vous disais que c'était le film canadien parfait, je le dis parce que je suis moi-même canadien. Un Français ou même un Américain qui tomberait par hasard sur ce film et qui n'a aucun bagage sur l'histoire du Canada pourrait facilement ne pas comprendre certaines répliques ou blagues tellement elles parlent trop à un public canadien. C'était quoi ton niveau de connaissance du cinéma canadien ou québécois? Avant de venir au Québec, zéro. Puis là, est-ce que tu en as vu quelques-uns depuis que tu es arrivé ici au Québec? Ouais, j'ai vu Bon Cop Bad Cop, j'ai vu Deux Pères en Flic et j'ai vu Menteur. J'ai vu au cinéma Le Plongeur, enfin non, La Plonge. Enfin, tu sais, celui qui parle de mec qui fait la plonge. Étonnamment, moi je dirais Bon Cop Bad Cop, le premier, pas le 2. Pourquoi? Parce que déjà, ça revient à ce que tu as dit avant, ça représente bien le Canada, genre avec les deux langues. Et ça va un peu dans le cliché québécois. Genre, tu sais, quand il appuie sur le coffre et que le mec il jure, enfin, on sacre. Quand il sacre, tu sais, dans le coffre, quand il est là, et moi je trouve que ça représente bien et ça m'a fait marrer. Est-ce que après avoir vu le film, tu penses continuer à suivre la culture cinématographique canadienne ou québécoise ou pas tu ferais rentrer en France? En vrai, j'aimerais bien. Le seul défaut, c'est que c'est genre pas du tout importé. Genre, même Netflix, enfin là, ils sont disponibles sur Netflix. En France, tu les as pas sur Netflix français. Mais bon, ça reste que mon avis à moi, puis je pourrais avoir tort. Il existe peut-être un autre film qui représente mieux le Canada, on sait pas. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez également que Bon Cop Bad Cop est le meilleur film canadien? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, puis prenez soin de vous, ma gang.